regardez à la 24 News, il est 19h, c'est l'heure de l'édition principale. Tout de suite les titres. Les massacres s'intensifient dans la bande de Gaza. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'élève ce mercredi à 36 586 martyrs et plus de 83 000 blessés. La Slovénie s'ajoute à la liste des pays reconnaissant l'État de Palestine, une décision historique qui porte à 147 le nombre de pays membres des Nations Unies à reconnaître la Palestine comme un État indépendant. Le Sénat américain voit rouge. La Chambre des représentants vote un texte de loi pour sanctionner la Cour pénale internationale après que des mandats d'arrêt contre plusieurs dirigeants sionistes aient été déposés. Et enfin, un sommet Afrique-Corée. Le chef de la diplomatie algérienne se félicite de la solidarité des relations entre Alger et Séoul. Ahmed Attaf n'a également pas manqué de réitérer le soutien de l'Algérie à la Palestine. Bonsoir à tous. On entame cette édition par ce chiffre qui ne cesse d'augmenter jour après jour. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste sur la bande de Gaza s'élève ce mercredi à 36 586 martyrs et 83 074 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, l'armée d'occupation a commis 4 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 36 morts et plus d'une centaine de blessés. Les bombardements sionistes se sont d'ailleurs concentrés sur le centre de l'enclave palestinienne. Du camp d'Al-Marazi à celui d'El Bouraïj, la ville de Deir el-Balah a été réduite en poussière. Naïla Hamouda. Dans une terre déchirée par le génocide sioniste, les scènes insoutenables et déchirantes se répètent. Dans des linceels blancs, des corps sans vie et des blessés transportés en urgence vers l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, à Deir el-Balah, au centre de Gaza. Des larmes témoignent d'une douleur qui dépasse les frontières. Tous les gens du quartier sont partis, mais elle ne pouvait pas partir. Ils ne s'y attendaient pas, ils n'avaient rien, ils croyaient qu'ils étaient en sécurité. Qu'ont fait ces enfants pour mériter cela ? Rien. Que les pays arabes les voient et qu'Israël le voit, que l'Amérique soit heureuse, ainsi que le reste du monde. Alors que nous vivons dans cette guerre, cette faim et ces bombardements. Elle dormait avec ses enfants en toute sécurité. Qu'ont fait ses enfants pour mériter ça ? Avec des troupes au sol soutenues par son aviation, l'armée sioniste a ciblé dans la nuit de mardi à mercredi des maisons dans les camps de réfugiés d'El Bouraïj, Al-Marazi, Al-Nusayrat et Al-Masdar, dans le centre de la bande de Gaza. Bilan, pas moins de 13 Palestiniens tombés en martyrs et d'autres blessés. Parmi les victimes se trouvent des enfants. Les gens dormaient dans leurs maisons, des enfants ont subi des massacres. Est-ce que ce sont là les droits de l'homme dont parle l'occupation? Est-ce cela l'humanité de laquelle il se réclame? Des enfants innocents, des anges. Ce garçon était le seul enfant de son père, lui et sa mère. Sa mère est ici, elle est tombée en martyr. Alors que Rafah compte toujours ses morts, l'entité sioniste poursuit son agression. Elle s'en prend à nouveau au centre de Gaza. Après plus de 9 mois de génocide sioniste et près d'1 mois après le début de l'opération militaire terrestre sur Rafah, l'espoir d'un cessez-le-feu s'amenuise. Sur le plan diplomatique, le Hamas conditionne la libération des détenus sionistes à un arrêt total sans préalable des hostilités, alors que Netanyahou, lui, réclame leur libération avant d'envisager un cessez-le-feu.
L'occupation ne veut qu'une seule chose. Elle veut libérer les prisonniers, puis reprend son agression et sa guerre contre notre peuple. L'occupation ne veut pas de cessez-le-feu. Nous ne pouvons accepter un accord qui n'assure pas, ne confirme pas ou ne garantit pas un cessez-le-feu permanent et un retrait complet de la bande de Gaza. La vie a cessé à Gaza et les négociations toujours au point mort. L'armée sioniste continue à semer sauvagement la mort en toute impunité. La population gazaoui, prise au piège entre les bombardements incessants et le blocus, vit dans une détresse indescriptible. Justement, la résistance palestinienne, vous venez de le voir, n'acceptera aucun accord d'échange d'otages, à moins que l'entité sioniste ne clarifie sa position face au cessez-le-feu permanent et le retrait total de la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré mardi soir depuis le Liban Oussama Hamdan, haut responsable du Hamas, ajoutant que la résistance avait fait part de sa position au médiateur. Des dizaines de corps de martyrs palestiniens disparus lors des bombardements sionistes depuis octobre dernier ont été retrouvés mardi soir par les équipes de secouristes qui sont intervenus à la suite de pilonnages et de bombardements aériens de l'occupation, notamment au village d'Al-Masdar et la ville de Deir al-Balah. Les corps ont ensuite été transférés à l'hôpital Shuhada al-Aqsa de la ville. La famine à Gaza n'est plus une menace mais une réalité. Un groupe d'experts indépendants du Famine Early Warning Systems Network a averti dans un nouveau rapport qu'il était possible que la famine soit en cours dans le nord de Gaza, mais que la guerre sioniste et les restrictions à l'accès humanitaire ont entravé la collecte de données pour le prouver. Pour rappel, les inquiétudes concernant une famine mortelle ont été élevées ces derniers mois et ont atteint un sommet après que Cindy McCain du Programme alimentaire mondial a déclaré le mois dernier que le nord de Gaza était entré dans une famine à part entière après près de 7 mois de guerre. L'eau, une ressource de plus en plus rare dans la bande de Gaza. Ce mercredi, ils étaient des centaines à faire la queue devant un camion-citerne dans la ville de Khan Younes pour remplir leurs récipients, tandis que d'autres sont parfois obligés de parcourir de longues distances jusqu'à la mer pour laver la vaisselle ou leurs vêtements. L'ONU a d'ailleurs déclaré que le manque de carburant avait contraint les usines de dessalement à fermer, laissant les gens lutter pour obtenir le minimum d'eau nécessaire à leur survie, en particulier avec la hausse des températures dans la région. Comme vous le savez, c'est comme un désert ici. Il n'y a ni eau salée ni eau douce et nous souffrons beaucoup. Il n'y a pas d'autre alternative que d'acheter de l'eau minérale. Elle coûte très cher et il n'y a pas d'argent car nous n'avons aucune source de revenus. Nous remplissons l'eau en la payant et nous souffrons du problème de l'eau. Afin de laver la vaisselle et les vêtements, nous allons à la mer, puis nous revenons. Un gallon ne suffit pas pour une journée. Nous en remplissons 2 ou 3 et chacun coûte 3 shekels à remplir. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme quant à l'existence d'une crise sanitaire critique imminente à Gaza, déclarant que quelques 11 000 patients palestiniens nécessitent une évacuation médicale immédiate. La directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale, Hanan Balki, a fait remarquer qu'un nombre important de personnes sont déjà laissées pour compte, soulignant la nécessité de parvenir à la paix pour faire face efficacement à cette crise. Pour rappel, 160 établissements de santé de l'enclave ont été visés par l'occupation, dont 33 hôpitaux mis hors service. Vous l'aurez vu, nous parviennent de Gaza des centaines d'images de chaos, de dévastation et de morts. Le coordinateur des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Wensland, a justement décrit les scènes de destruction et de souffrance à Gaza, de déchirantes et de cruelles, expliquant que le retard dans la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans la bande coûtera chaque jour davantage de vies.
La mobilisation des universités avec la cause palestinienne gagne en puissance. Le recteur de l'université de Bruxelles veut refuser toute collaboration future avec l'entité sioniste et compte en faire la proposition au conseil académique de la VUB. Selon un média belge, 304 collaborateurs, dont 62 professeurs, ont demandé dans une lettre ouverte au recteur de la VUB une réponse concrète au plus tard vendredi sur la manière dont il répondrait aux exigences des étudiants du hall Jabalia sur le campus de l'université. Ces derniers s'étaient unis autour d'une déclaration commune annoncée il y a quelques jours. On en parlait tout à l'heure en titre, le Parlement slovène a approuvé la reconnaissance d'un État palestinien indépendant à la majorité. Une décision jugée historique par la ministre slovène des Affaires étrangères. Pour rappel, avant ce vote, l'État de Palestine était reconnu par 146 des 193 membres de l'ONU. Retour sur cette décision avec Sohila Akilal. Une scène historique, un moment mémorable. Le drapeau palestinien hissé à l'extérieur du Parlement slovène. Après l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, la Slovénie vient à son tour de reconnaître l'État palestinien indépendant. Le Parlement a voté mardi un décret reconnaissant l'État de Palestine, la coalition au pouvoir ayant décidé de passer en force et de rejeter une motion de l'opposition. Aujourd'hui est un grand jour, une étape importante. La Slovénie a adopté une décision historique concernant la reconnaissance de l'État palestinien. Le Parti démocratique slovène SDS avait déposé lundi une proposition visant à organiser un référendum consultatif. Cette manœuvre devait retarder le vote de 30 jours en vertu des règles parlementaires. Mais la présidente du Parlement slovène a estimé que l'opposition avait abusé du mécanisme du référendum et que le délai de 30 jours ne s'appliquait qu'au projet de loi et non au décret. La motion de l'opposition a été rejetée à une large majorité, puis le décret voté. Je suis fière que le gouvernement et le Parlement aient le courage nécessaire et que j'ai participé à tout cela. Notre principal message est que nous voulons que les injustices commises à l'encontre du peuple palestinien soient réparées et que nous reconnaissions le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Le gouvernement slovène avait transmis la semaine dernière le décret pour approbation au Parlement suscitant la colère de l'ex-premier ministre conservateur Janez Janša, proche par le passé du premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou. De son côté, le premier ministre libéral Robert Golob dit voir en la reconnaissance de l'État palestinien un message de paix et d'espoir pour le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. L'Organisation de la coopération islamique a salué ce mercredi la décision du gouvernement et du Parlement slovène de reconnaître l'État de Palestine. L'OCI a affirmé dans un communiqué que cette étape importante et historique fait progresser la réalisation de la justice et de la liberté pour le peuple palestinien et affirme ses droits légitimes, y compris son droit à l'autodétermination. L'ambassade des États-Unis au Liban, située dans le nord de la capitale Beyrouth, a été la cible de tirs ce mercredi par un ressortissant syrien. Des membres de l'armée ont été déployés dans la zone et ont répondu aux sources du feu, ce qui a permis de blesser le tireur. Selon un communiqué, l'assaillant a été arrêté et emmené à l'hôpital pour y être soigné. Une enquête a été ouverte sur l'incident en attendant de nouveaux détails. Et alors que les bombardements sionistes sur le sud du Liban sont quasi quotidiens, aucun signe de désescalade n'est à l'horizon. Bien au contraire, le chef du gouvernement sioniste Benjamin Netanyahou est prêt à intensifier les attaques contre le pays et annonce une offensive imminente dans la région. En Cisjordanie occupée, les forces d'occupation et les colons ont détruit les terres palestiniennes et brûlé près de 300 arbres fruitiers au nord-ouest de la ville d'El Khalil. Selon l'agence de presse palestinienne, le ravage de ces terres vise à s'emparer davantage des territoires des civils palestiniens et à étendre l'avant-poste colonial installé depuis le 7 octobre dernier.
Et les arrestations arbitraires s'intensifient en Cisjordanie occupée. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit de mardi à mercredi 15 Palestiniens, dont une avocate et d'anciens prisonniers dans les gouvernorats de Ramallah, Jenin, Qalqilia et Ariha, tandis que l'armée d'occupation continue de mener des incursions dans la localité de Beit Amr et Al-Khalil. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Une semaine après que le député français Sébastien Delogu ait brandi le drapeau palestinien au sein du Parlement, la France insoumise a réédité le coup. Cette fois, c'est Rachel Keke qui a sorti le drapeau aux côtés de députés vêtus aux couleurs de la Palestine. Les détails, Imen Merad. Je vois les habillements des uns et des autres. Je crois qu'il est nécessaire de rappeler que nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mardi dernier, Raza a de nouveau ébranlé le Parlement français. Alors que les députés de gauche se sont habillés aux couleurs palestiniennes, l'insoumise Rachel Keke a été à son tour sanctionnée pour avoir brandi un drapeau palestinien. Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. La séance des questions au gouvernement s'est une nouvelle fois déroulée dans une ambiance électrique, une semaine après l'exclusion du député insoumis Sébastien Delogu qui avait brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Un acte qui lui a valu un accueil chaleureux lors d'une manifestation en solidarité avec Raza à Marseille, aux côtés de la candidate insoumise Rima Hassan, qui au passage ne cesse d'être harcelée sur les réseaux sociaux en raison de son soutien à la Palestine. La gauche a trouvé une esquive au règlement pour afficher son soutien aux Razaouis et aux Cisjordaniens, évitant ainsi toute éventuelle sanction. Se plaçant dans une sorte de farandole bien agencée, les députés insoumis, écologistes et communistes ont choisi des tenues noires, blanches, vertes et rouges qui esquissent le drapeau palestinien. 15 000 enfants. L'insoumis Aymeric Caron ne s'est pas fait prier pour dénoncer le génocide sioniste à Gaza en fustigeant le gouvernement français sur ses intentions en matière de reconnaissance de l'État de Palestine. Gaza est aujourd'hui un ghetto où l'armée israélienne extermine un peuple que la France a abandonné. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Qu'il n'y ait plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État? Une véritable prise de position à géométrie variable. D'un côté, Yael Braun-Pivet sanctionne ceux qui soutiennent la cause palestinienne et d'un autre côté, elle affiche son soutien à l'entité sioniste en assistant à une soirée de mobilisation contre l'antisémitisme organisée lundi dernier par Bernard-Henri Lévy au Théâtre Antoine à Paris. L'élan de solidarité avec le peuple palestinien ne cesse de prendre de l'ampleur. Les peuples se mobilisent à travers le monde et se soulèvent contre leurs gouvernants. Rien ne semble pouvoir les arrêter. La Chambre des représentants des États-Unis a voté mardi en faveur d'un texte de loi qui pourrait instaurer des sanctions contre des membres de la Cour pénale internationale. Et pour cause, la demande des mandats d'arrêt contre plusieurs dirigeants sionistes, un acte considéré par Washington comme une ligne rouge franchie. Safwan Ben Sabré. Aux États-Unis, la Chambre des représentants s'illustre à nouveau par une séquence politique typiquement américaine. Les élus ont voté pour sanctionner la Cour pénale internationale et ses membres. La proposition a peu de chances d'être adoptée par l'autre chambre. Le Sénat, lui, est à majorité démocrate et le président Joe Biden a déjà exprimé son opposition au texte. Mais pour la majorité républicaine à la Chambre des représentants, à l'initiative du texte, ce vote montre qu'une partie de l'establishment américain se tient aux côtés de l'entité sioniste et refuse que le droit international s'applique contre les dirigeants sionistes pour des crimes de guerre. Le 20 mai, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a réclamé des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et le ministre de la Défense sioniste pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. S'ils sont approuvés par un panel de juges, il reviendrait aux 124 États reconnaissant l'autorité de la CPI de procéder aux arrestations des accusés. Le texte, voté mardi par l'essentiel des élus républicains et 1/5 des élus démocrates, interdirait notamment à certains responsables de la CPI l'entrée sur le territoire américain.
Des conséquences qui ne font pas peur au procureur de la Cour pénale internationale, qui a déjà déclaré qu'aucune pression ne serait efficace contre la Cour ou ses membres. Dans le reste de l'actualité, en visite de travail et d'inspection dans la 5e région militaire à Constantine, le général d'armée chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chenguereha, a mis en garde mardi contre la tendance haussière du phénomène de trafic de stupéfiants de tout genre vers l'Algérie. Dans une allocution, il a affirmé que l'ANP restera sur ses gardes face à tous ceux qui soutiennent le fléau de trafic de drogue. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère algérien de la Défense. Et en marge de sa participation aux travaux du deuxième segment du sommet Afrique-Corée relatif au développement de la coopération économique, le chef de la diplomatie algérienne Ahmad Attaf s'est entretenu avec son homologue sud-coréen Cho Tae-yul. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis en particulier sur les perspectives prometteuses de développement des relations bilatérales entre les deux pays. Les deux ministres se sont également félicités du niveau de coordination bilatérale, notamment dans le cadre des mandats des deux pays en tant que membres non permanent du Conseil de sécurité. Et lors de cette rencontre, les deux diplomates ont également abordé la question palestinienne, plus particulièrement le génocide que subit la bande de Gaza. Nous espérons que la République de Corée prendra la décision de reconnaître l'État palestinien et contribuera à renforcer la dynamique internationale créée par les récentes reconnaissances initiées par 4 pays européens et 4 pays d'Amérique latine. À la frontière mexicano-américaine, les migrants continuent leur passage malgré les nouvelles restrictions imposées par le président Joe Biden. Ce dernier a instauré un décret interdisant aux migrants entrés illégalement dans le pays de demander l'asile lorsque leur nombre dépasse les 2500 par jour et facilite leur expulsion vers le Mexique. Intempéries en Chine, 8 personnes précédemment prises au piège dans une mine de charbon inondée dans la province du Shandong ont toutes été retrouvées au terme des recherches et opérations de secours. Actuellement, 5 personnes sont dans un état stable et les 3 autres sont décédées. Et en Inde, le Premier ministre Narendra Modi a présenté ce mercredi sa démission à la présidente du pays, Draupadi Murmu, après la publication des résultats officiels des élections législatives. Il lui a été demandé d'expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Le président colombien Gustavo Petro a dit mardi ne pas exclure de se représenter à l'avenir à la tête du pays, bien que la loi l'en empêche par le biais d'une modification de la Constitution qu'il évoque depuis des semaines malgré les critiques. Gustavo Petro, élu à l'été 2022, premier président de gauche de l'histoire du pays, a émis à plusieurs reprises ces derniers mois l'idée de convoquer une assemblée pour modifier la Constitution, alors que plusieurs de ces réformes sont ou ont été bloquées au Parlement.
Et voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou alors en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Restez branchés. Au revoir.